Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un peu le travail que récemment on a fait sur les études, la littérature publiée sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le Covid. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace sur le Covid uniquement à Marseille? On va voir qu'il y a peut-être des arguments pour dire le contraire. Une des questions qui a beaucoup été posée, et je suis obligé d'introduire quand même là-dessus, puisqu'il y aura forcément dans l'analyse de la littérature des études randomisées, prospectives et puis des études observationnelles, même si Philippe Broucky va en parler en plus en détail la semaine prochaine. Pourquoi regarder la littérature? Pourquoi faire une méta-analyse? Et pourquoi un seul essai randomisé n'aurait pas été suffisant pour terminer la question et dire oui ou non, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Donc selon certains auteurs, les RCT, c'est le gold standard. Et ça pourrait apporter une réponse définitive à un traitement pour une maladie donnée. Si c'était vrai, les résultats des essais randomisés devraient être moins hétérogènes que les résultats des études observationnelles. Et si c'était vrai, un seul essai randomisé pourrait faire une conclusion définitive pour chaque maladie. Donc il y a eu déjà pas mal de littérature là-dessus, et cet article que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le New England en 2000, qui donc rapporte ça, et que les études observationnelles surestimeraient l'effet d'un traitement sur les maladies. Donc ils ont revu en fait des études de 5 maladies différentes, 99 reports avec des méta-analyses, uniquement des principaux journaux médicaux, Annals of Internal Medicine, BMJ, JAMA, Lancet et le New England. Et qu'est-ce qu'on voit? Et là c'est assez représentatif, et je trouve que c'est très bien représenté. On voit donc les cercles noirs, les ronds noirs sont les essais randomisés, et les cercles vides sont les études observationnelles. D'ores et déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que on voit des résultats des essais randomisés des deux côtés. Donc parfois, le traitement aggrave la maladie ou améliore la maladie, donc des directions opposées de l'effet. Donc il y a une inconsistance. Il y a pas mal d'essais randomisés qui montrent qu'il n'y a pas d'association. Et on voit, quand on prend tous les résultats, que l'hétérogénéité finalement des études observationnelles est plus faible que celle des essais randomisés pour les conditions qui sont étudiées ici. Les auteurs concluent ici, puis on le voit ici, que la mesure de l'effet résumé finalement est très similaire entre les essais randomisés et les études observationnelles. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de supériorité absolue des essais randomisés par rapport aux études observationnelles. Il y a un papier de la Cochrane qui a conclu à la même chose, avec 1500 méta-analyses, 228 maladies différentes. La taille de l'effet n'est pas différente entre les essais randomisés et les études observationnelles. Donc, pour juger la validité d'une étude, c'est pas si simple, et c'est comme l'auteur a rapporté dans cette étude, c'est pas tellement le design de l'étude, c'est pas la qualité méthodologique, il y a peut-être d'autres choses qui impactent. Et une des explications possibles, c'est notamment que les essais randomisés sont souvent très sélectionnés, les patients sont sélectionnés et ne représentent pas vraiment la population à risque. Et les études observationnelles pourraient mieux représenter la population à risque que les essais randomisés. C'est une des explications possibles. Donc, notamment, le contexte des méta-analyses, c'est récemment une méta-analyse qui a été publiée dans CMI, et donc qui évidemment a fait pas mal de bruit, où les auteurs, qui sont notamment des étudiants en méthodologie, en santé publique, concluaient au vu de leur méta-analyse, il n'y a pas d'effet, les essais randomisés concluent à un effet toxique, c'est terminé, il n'y a plus de place pour les dérivés de la chloroquine dans le Covid. Donc on s'est quand même posé la question, comment ils ont pu arriver à de tels résultats, vu ce que nous, on a vécu à Marseille. Donc qu'est-ce qu'on a vu à Marseille? Qu'est-ce qui a été publié avec toute l'équipe? Déjà, notre étude, il l'avait exclu, parce que un risque de biais élevé. Alors pourquoi un risque de biais élevé? Est-ce que c'est parce qu'elle venait de Marseille ou pas? Pourtant, on avait sélectionné la population à risque avec les meilleures approches d'appariement actuelles, c'est-à-dire le score de propension. Score de propension, ça veut dire pour chaque individu la probabilité qu'il a d'être traité en fonction de son terrain et de la sévérité de la maladie. Et on va sélectionner comme ça des paires d'individus, et c'est actuellement dans les études observationnelles le meilleur moyen de contrôler les facteurs confondants. On avait utilisé 2 scores composites, un score pour le terrain, un score pour la sévérité de la maladie, et on avait trouvé une diminution par 2 du risque de mortalité. Pourquoi elle n'a pas été inclue? Ici, on voit les courbes de survie qui sont dans l'article, et on voit bien que on a beaucoup moins d'événements, notamment dans les 15 premiers jours,
chez les patients traités, et ça dépasse évidemment les 3 premiers jours qui correspondent à l'évaluation du traitement. Il n'y a pas que Marseille, il y a eu dans la période d'inclusion de la méta-analyse publiée dans CMI par Fiolet et compagnie, cette étude a été publiée aux USA, à Détroit. Il y a 2541 patients. Et pareil, elle n'a pas été inclue. Pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser. Réduction du risque de 66% et 71% pour la bithérapie avec l'azithromycine. Et quand ils font la même approche par le score de propension, donc ils ont une 190 paires. Encore une fois, le bénéfice sur la mortalité est très significatif. Donc il semble qu'il y a quand même des preuves en dehors de Marseille sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le Covid. L'Espagne, 1645 patients, pas inclus non plus, sans raison vraiment claire. À l'opposé, on s'est dit, mais c'est des critères méthodologiques, c'est des études de bonne qualité. Oui, mais ils ont inclus un essai randomisé qui a été publié dans Annals of Internal Medicine. Et dans l'abstract, dès l'abstract, les auteurs reconnaissent 58% uniquement ont eu un test PCR. Et ils incluent cette étude dans la méta-analyse, alors que ça veut dire que 40% des gens n'ont pas eu de PCR et qu'il y a beaucoup de circus, beaucoup de virus qui ont co-circulé à cette période-là. Donc on pense qu'on ne peut pas intégrer une étude comme celle-là pour évaluer le bénéfice du traitement. Alors l'essai Recovery aussi, il a été inclus dans leur méta-analyse. C'est 2400 mg d'hydroxychloroquine pendant les 24 premières heures. Et quand on regarde le Vidal, c'est à plus de 25 mg par kilo, vous êtes en surdosage. Donc si on fait le rapport 2400 mg sur 25 mg par kilo, ça veut dire que toutes les personnes qui font moins de 96 kg ont été mis en surdosage dans cet essai randomisé. Donc pareil, pour nous, c'est compliqué de mettre un essai comme ça dans l'évaluation de l'efficacité. Dans leurs critères d'inclusion, ils avaient la PCR ou un diagnostic clinique. Encore une fois, un diagnostic clinique, on sait très bien que c'est justement pour ça que la PCR est réalisée, que la valeur prédictive de la clinique est très faible. Donc bref, tous ces éléments en fait nous ont permis de faire une actualisation de la méta-analyse qu'on avait commencé à faire en mai, et on rajoute au fur et à mesure toutes les études qui sont publiées. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que dans les études cliniques, vous savez qu'on a différencié les études cliniques et les études de big data, que les études de big data sont associées très souvent à un protocole thérapeutique peu détaillé, à des patients dans des multiples centres avec des prises en charge multiples. Et quand il y a beaucoup de différences dans les conditions expérimentales, on peut arriver à soit ne pas trouver d'effet, soit trouver l'effet inverse, et ça a été montré en méta-analyse, ça s'appelle le paradoxe de Simpson. Donc en tout cas, le big data est ici, avec des études qui sont assez hétérogènes, dont certaines prouvent un bénéfice, d'autres pas. Et quand on prend les études cliniques, évidemment, elles ont un échantillon plus faible. On retrouve vraiment un effet consistant pour un bénéfice sur la mortalité avec une diminution du risque par 2. Et quand on prend les études du Big Data, donc 6000 patients, les études du Big Data, évidemment 42 000 patients, le bénéfice est bien moindre, mais il reste significatif. Simplement pour revenir sur un concept de méta-analyse qui est l'hétérogénéité des études, on le mesure par le I². Et donc, vous pouvez voir que les études cliniques ont une hétérogénéité qui n'est pas significative ou qui est modérée, 30%, c'est-à-dire que 30% de la variation de l'effet correspond vraiment à une variation entre les études, alors que dans le Big Data, on est à 80%, donc il y a 80% d'hétérogénéité, c'est très difficile de pouvoir conclure quoi que ce soit. Voilà, tout ça, c'est des diapositives qu'on met en ligne en fait en permanence, qu'on actualise en permanence, et on explique aussi pourquoi on n'a pas inclus certaines études, donc c'est fondamental. Ici, c'est toutes les raisons pourquoi on n'a pas inclus ces différentes études. Et notamment, il y a aussi un biais qui est assez fréquent, c'est le biais par indication. C'est-à-dire, par exemple, quand on va donner le traitement uniquement aux plus graves ou uniquement quand les patients s'aggravent, comme c'est le cas ici, dans Peters, évidemment, ça introduit un biais qui est incontrôlable avec toutes les techniques statistiques qu'on pourrait appliquer par la suite, quoi. Pour le virus, qu'est-ce qu'on a? On a donc beaucoup d'études, mais que d'Asie. Aucune étude, à notre connaissance, des USA ou d'Amérique qui a évalué la persistance virale. Donc déjà, ils ne font pas forcément les PCR à tout le monde pour le diagnostic. Donc dans le suivi, on n'a pas trouvé d'études avec la persistance virale. Et au final, quand on regarde, les effectifs sont relativement faibles. 500 au Pakistan, qui est pourtant pas forcément le pays dont on s'attend qu'il ait les plus gros moyens technologiques.
Corée du Sud, là c'est 40 inclus dans l'analyse, mais il y avait 226 individus. Chine, Arabie Saoudite, et notre étude, 3000 patients. Donc c'est vrai que ça met en évidence aussi le fait de ce qui a été fait à Marseille, c'est-à-dire 3000 patients qui ont été suivis dans le temps avec des PCR à J2, J6, J10, c'est ce qui n'a pas été fait a priori dans d'autres centres. Pour finir, j'ai juste représenté géographiquement. Donc, est-ce que ça ne marche qu'à Marseille? En tout cas, les points verts, c'est là où il y a eu des études avec un bénéfice statistiquement significatif. 2 études donc à New York, à Détroit, plusieurs études en Espagne, plusieurs études en Italie, en Belgique, en Arabie Saoudite, en Iran et en Chine. Donc, à la fin, même si on ne peut pas conclure, en tout cas, il y a quand même une reproductibilité. On ne parle pas de vérité en science, mais on parle de reproductibilité entre les études et entre les pays. Merci.